Parmi les êtres vivants, peu ont pris des formes aussi variées que les requins. Et peu suscitent une telle terreur. Dans l'album de famille des requins, on en voit de toutes les sortes. Du requin marteau, étrange chasseur migrateur, au requin tapis, l'as du camouflage qui cherche timidement refuge au fond de l'eau et n'est dangereux que si on l'attaque. Du requin océanique, agresseur meurtrier qui rôde sous les tropiques, symbole de sauvagerie et de danger, mangeur d'hommes en puissance, au requin dormeur taureau, ramasseur de coquillages. Il y a environ 350 espèces de requins. Mais un requin entre tous alimente les cauchemars des humains. D'aucuns le considèrent comme un monstre, une machine à tuer. Vous allez voir le récit filmé de l'expédition la plus ambitieuse jamais entreprise pour élucider les mystères du grand requin blanc. Aucun pays au monde n'est aussi concerné par les requins que l'Australie. Plus de 300 attaques de requins se sont produites ici, soit le quart des attaques connues. Dans un pays où la plage fait partie de la vie quotidienne, cela a entraîné des mesures de sécurité radicales. Des blessures dues à des morsures de requins surviennent encore au-delà des filets, mais elles sont rares. Si par malheur un tel accident se produit, quel que soit le nombre de victimes de la route ou du cancer ce jour-là, c'est l'attaque du requin qui fait la une des journaux. Et aucune attaque ne suscite plus d'effervescence que celle qui met en cause le plus redouté de tous les requins, le grand blanc. Tu peux ranger les ossières, s'il te plaît, Chapkin? Très bien. Tu ranges les ossières. Intrigués par les légendes associées à ce squale, nous mettons sur pied une mission exceptionnelle. En Australie du Sud, nous plongerons parmi les grands requins blancs pour une enquête qui durera 2 ans. À bord de l'Alcyone, nous mouillons à Port Adélaïde où commence l'approvisionnement. Il va falloir que je bouge le... Des équipements spéciaux arrivent. Certains assurent une protection face à un animal mal connu. Certains permettront de faire des expériences destinées à dissiper ces mystères. Même notre navire est extraordinaire. L'Alcyone est un bateau à vent, propulsé par turbovoile, bien plus efficace que les voiles classiques. Par un matin d'avril, nous appareillons. Une équipe qui va opérer à l'intérieur À bord du bateau, 12 personnes de 4 nationalités, scientifiques, plongeurs, cinéastes, marins. Au cours de milliers d'heures de plongée, d'observation, de tournage, ils accumuleront davantage d'informations sur les grands blancs qu'aucune expédition antérieure. Avec l'équipe volante de terre qui va rencontrer l'Alcyone et, vers la mi-avril, rencontrer Rodney Fox pour Cap à l'ouest dans l'automne austral. Nous sommes à la recherche d'une des importantes populations de grands blancs qui fréquenteraient les abords d'un groupe d'îles proches d'Adélaïde. Après des mois de préparation, nous approchons d'un îlot où les grands requins blancs se rassembleraient. Qui connaît la véritable nature du grand requin blanc? Nos conceptions ont été manipulées par des films de fiction destinés à faire frémir, mais pas nécessairement à informer.
Des milliers de gens craignent l'océan parce qu'ils savent que les grands requins blancs sont tapis dans son immensité. Des films et des livres à succès les ont dépeints comme des monstres cruels aux mâchoires meurtrières, répandant des flots de sang dans l'eau cristalline. Dans le monde réel, à la différence du cinéma, les grands blancs semblent préférer des eaux froides, souvent peu fréquentées. Ils seraient surtout abondants là où s'assemblent les poissons et les mammifères marins, et non là où nagent les humains. C'est ici même qu'on a filmé les plus célèbres documents montrant les grands requins blancs, près d'une île australienne nommée Dangerous Reef. Peut-être parce que les otaries s'assemblent ici, peut-être pour des raisons inconnues. Les grands requins blancs semblent être attirés par les eaux voisines de cette petite île. Nous sommes venus ici à bord de l'Alcyone, notre bateau à vent, pour mieux connaître la nature véritable de ces créatures extraordinaires. En fait, on ne sait presque rien d'eux. Comment repèrent-ils leur proie? Où sont-ils la plupart du temps? Combien sont-ils? Et sont-ils vraiment attirés par les êtres humains? Nous commençons par une plongée exploratoire avant d'attirer les squales à l'aide d'appâts, quand survient une patrouille d'éclaireurs inattendue, curieuse des intrus que nous sommes. Ici, c'est le royaume du grand requin blanc, où la chasse sans pitié est un mode de vie. Nous voyons ce que voit le squale, la silhouette fugitive d'un repas. Nous allons bientôt mouiller les appâts destinés aux requins blancs. Je demande un essai afin de tester notre équipement et de répéter notre plan d'action. Pas de marge d'erreur face au plus redoutable des squales. Une défaillance matérielle ou humaine pourrait être fatale. Allez, maintenant tu la tournes encore un peu, Paul. Voilà, hop. Étends maintenant, extension. Des flotteurs fixés à nos cages permettront à l'équipe de refaire surface si une amarre est cassée par la houle ou par un requin excité. Nos mesures de sécurité s'appliquent aussi aux requins. Nous pénétrons dans leur monde en observateurs paisibles, armés seulement de caméras et de débordoirs en plastique. On essaie un nouveau masque équipé de téléphones par sonar pour pouvoir communiquer entre les cages et le pont et enregistrer les observations scientifiques effectuées de près en plongée. L'équipe de plongée comme l'équipe de pont signale que tout semble en ordre. J'attends pourtant l'avis d'un spécialiste chevronné, auteur d'innombrables plongées avec les requins, le chef opérateur Michel Deloire. Les images qu'il va saisir seront cruciales, non seulement pour le public, mais pour les scientifiques qui les étudieront. D'après Deloire, nous sommes fin prêts. Nous commençons à déverser dans l'eau un brouet de poissons broyés et de sang qui simule la présence d'un animal blessé. Nous préférerions une rencontre plus naturelle, mais les grands blancs se croisent rarement par hasard. Ils sentiront peut-être la promesse d'un repas à des milles à la ronde. Le sang attire d'autres êtres vivants, mais pas de requins. Une longue attente commence. « 1200 litres de sang. Toujours pas de requin. 6 jours et 6 nuits s'écoulent. La lassitude de l'attente est-elle pire que la puanteur de l'appât qui envahit maintenant le bateau?
Selon certains experts, les requins blancs, victimes de la surpêche, se feraient rares ici. C'est l'opinion de Rodney Fox, un Australien qui a une expérience inégalée de ces squales. Il y a presque 30 ans, Rodney pêchait au harpon lorsqu'il a été attaqué férocement par un grand blanc. Sa survie parut miraculeuse, et son histoire figure dans les annales australiennes du requin. Mais il ne témoigne d'aucune hostilité envers l'animal qui a failli le tuer. J'interroge Rodney. Comment pouvez-vous chercher à protéger les requins, vous qui en avez été victime? La peur que nous inspirent les requins ne justifie pas l'extermination de l'espèce, affirme Fox. Ce sont des êtres magnifiques, et nous devons apprendre à les connaître chez eux, dans la mer. À mon avis, poursuit Fox, ce ne sont pas des mangeurs d'hommes. S'ils mangent quelqu'un de temps à autre, c'est par erreur, et ce n'est pas une raison pour les tuer. C'est étonnant de vous entendre, dis-je à Rodney. Un requin a quand même failli vous tuer, vous. Mais il est vrai que ce requin n'en voulait pas personnellement à Rodney Fox. Il s'intéressait plutôt aux poissons que vous portiez, non? Rodney raconte son aventure. C'était lors d'un concours de pêche sous-marine. Cela faisait 4 heures que 40 pêcheurs tiraient au harpon. Et j'étais en tête de la compétition. On avait tué énormément de poissons, et il y avait beaucoup de sang dans l'eau. J'ai dû être le premier que le requin a rencontré. J'étais sous l'eau, sur le point de prendre un très gros poisson qui m'aurait aidé à gagner. Mon bras était tendu, comme ça. J'avais le fusil à la main devant moi, quand soudain j'ai senti un choc violent au niveau de la poitrine. J'ai perdu mon fusil et mon masque, et j'ai été précipité à toute vitesse. J'ai très vite compris que c'était un requin. J'ai visé ses yeux, qui sont la seule partie vulnérable. J'ai essayé de lui crever les yeux, mais il s'est écarté. J'ai essayé de le repousser plus loin, mais ma main a rencontré ses dents, et j'ai eu 97 points de suture à cette main-là. J'ai vite retiré ma main avant qu'il me la mange. Je me suis dit, je vais le coincer en le serrant dans mes bras. Je l'ai donc entouré de mes bras, à distance de sa tête pour qu'il ne me morde pas. Mais j'étais en plongée libre et je manquais d'air. J'ai senti que j'allais me noyer. Je me suis éloigné du requin. Je suis remonté à la surface, j'ai baissé les yeux et là, ça a été l'horreur. Quand j'ai vu l'eau rougie de sang et cette tête énorme, la gueule ouverte, qui venait vers moi pour me manger, c'est le moment le plus horrible de toute l'aventure. J'ai flanqué un coup de pied au requin, de toutes mes forces. Je suis juste arrivé à le toucher. Le requin s'est retourné et il a avalé un filet en nylon que je traînais derrière moi, et où était accrochée une bouée avec un seul poisson. Il a décrit un cercle. Il est arrivé au bout du filin qui était fixé à ma ceinture, et il s'est mis à me traîner dans l'eau. Le requin allait de plus en plus vite, et moi, je tournoyais derrière lui. J'ai essayé de détacher ma ceinture pour me libérer, mais il n'y avait plus de fermoir. Il avait dû passer de l'autre côté. Et moi, j'allais me noyer ou peut-être mourir de mes blessures. Bref, j'avais perdu tout espoir quand d'un seul coup, le filin s'est cassé. Apparemment, quand le requin m'avait mordu, il avait à moitié sectionné la corde. Je suis arrivé à me laisser remonter à la surface. Et dès que j'ai eu la tête au-dessus de l'eau, j'ai hurlé « Requin, requin !» de toutes mes forces. Un bateau arrivait pour voir ce qu'était tout ce sang et cette agitation dans l'eau. Et ils m'ont vite embarqué pour me conduire à l'hôpital. Et par miracle, je suis arrivé là à temps pour que les médecins me sauvent. Vous étiez horriblement blessé, dis-je à Fox. Vous aviez l'estomac et les poumons mis à nu, et on a dû vous faire 462 points de suture. Et pourtant, vous pensez que nous ne devons pas éliminer un animal aussi dangereux? Je pense, répond Fox, que le requin blanc est un élément clé de l'environnement. Si nous le supprimons, ou toute autre espèce, nous ne savons pas ce qui arrivera à l'océan dans le futur. Et nous n'avons le droit de supprimer aucun élément clé, aucun poisson, aucun requin, si nous ne sommes pas certains de ne causer aucun problème écologique. On peut se demander, continue Fox, s'il en reste beaucoup dans le monde. Quant à moi, j'en conclus que nous devons faire preuve de patience. Enfin vient le moment tant attendu. Shark, requin, Shark, viens vite! Je le vois, regarde! Ah oui, je le vois! Le voilà!
La plupart d'entre nous n'ont jamais côtoyé de grands requins blancs. Le spectacle qui nous attend est le plus bouleversant qu'un plongeur puisse voir au long de toute une vie de plongée. Le voyage commence. Une descente de quelques mètres seulement, mais pour franchir une frontière qui sépare notre monde du sien. Deux espèces dominantes face à face, se jaugeant prudemment. Le plongeur Chapkin Van Alphen n'oubliera jamais ses premières impressions. Quand vous voyez le requin monter vers vous de 10 mètres plus bas, raconte Chapkin, c'est presque comme de voir un avion de chasse qui vous fonce dessus. Ça m'a beaucoup intéressé de voir les yeux parce qu'ils ne sont pas complètement noirs. Je crois qu'il y a une zone marron. Pourtant, les gens parlent toujours de cet œil noir qu'ils trouvent tellement effrayant. C'est un spectacle merveilleux, incroyable, terrifiant, superbe, étrange. C'est une créature qui vous inspire des tas de sentiments passionnants. And I saw the shark. And which one? But you say nothing. Why you say nothing? I yelled shark. No. It's Paul who says shark. Paul tell us that you don't yell. You just stay. Yes. Well, I knew my haircut was over. Après une telle rencontre, même des hommes habitués depuis longtemps aux splendeurs de la mer sont pleins d'une exubérance juvénile. Oh, shark! What? Non, j'ai pas vu la table. Moi, j'étais persuadé Il va dire non de toute façon. got scared or something. Or you must have hit it on the tail with your wingman. Too cold. No. Same argument. Quelque part au-dessous de nous, le grand requin blanc rôde dans la mer qui s'assombrit. Nous chercherons à mieux le comprendre. Nous improvisons un équivalent marin de la carotte et du bâton, un thon et un filin. Il s'agit d'inciter les requins à venir assez près pour que nous puissions les marquer. À l'avenir, quand un de ces requins sera repéré ou capturé, ces étiquettes numérotées et codées révéleront l'étendue de leur migration. Les étiquettes seront fixées à la peau coriace du requin par des agrafes indolores. T'es arrivé dessous, là? Pour les fixer à un requin blanc, le scientifique Rocky Strong doit brandir son harpon juste au-dessus du dos du requin. Van Alphen va essayer de s'approcher encore plus pour prélever un échantillon de tissu. Comme pour amuser un chaton, on va agiter puis retirer l'appât. Pour un seigneur de la mer, cette expérience frustrante est sans doute inédite. Peu à peu, le requin s'exaspère. Il charge et le harpon de Rocky atteint sa cible. Hey, great! Vas-y! Van Alphen enchaîne aussitôt. L'analyse génétique de la chair nous apprendra si les grands blancs d'Australie du Sud constituent une population distincte et révélera des liens avec les grands blancs d'ailleurs.
l'approche d'un requin. Comme tous les plongeurs, Mark Blessington et Thierry Stern se sont parfois ennuyés en mission. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il remonte dans le courant, non? Le ROV est un véhicule télécommandé. Mis à l'eau de l'arrière d'Alcyone, il permet de surveiller longtemps le comportement des requins, ce que les plongeurs ne pourraient pas faire dans ces eaux froides. Vas-y. 2 mètres. On va juste faire une paye. Un câble vidéo relie le robot sous-marin à un écran situé dans la salle radio. Ainsi, nous pouvons observer les grands blancs pendant des heures. Voilà, il est là, il arrive. Je vais essayer de la voir, là. Il a été marqué, celui-là. Ah, il revient. Cet animal, que j'observe en compagnie du commandant Nicolas Dourassov, n'a jamais pu survivre en captivité. Il n'a guère changé depuis les premiers âges. Pourtant, les données élémentaires n'ont pas encore été élucidées par la science. La durée de sa vie, son habitat, ses mœurs sédentaires ou nomades, et même ses aliments préférés. C'est un son qui a été marqué, là. Là, vous revenez vers la cage, non? Il y a toujours ces poissons qui sont en train de... L'illustre prédateur est exposé aux stimuli d'un appât et de sang. Son excitation va-t-elle le pousser à attaquer la première chose qu'il aperçoit en surface? Le requin rejette les oiseaux, qui sont des leurres en plastique. Pour le test suivant, c'est un objet inanimé qui fait office de proie potentielle. On raconte souvent que les requins mangent n'importe quoi. Le requin blanc est loin de dévorer sans faire de tri, même dans les eaux saturées de sang. Comme les canards en plastique, une boîte en carton ne s'avère pas réellement alléchante. En songeant à nos expériences, une nouvelle question m'intrigue. Est-ce qu'un grand requin blanc en pleine frénésie pourrait attaquer un de ses congénères? Pour essayer de le savoir, avec l'aide d'Eddie Paul, technicien en effets spéciaux, nous allons fabriquer un faux requin blanc à Los Angeles pendant une interruption de l'expédition. Notre requin devra avoir des mouvements mécaniques suffisamment naturels pour tromper un véritable grand blanc. Après des semaines de fabrication, notre imposteur est accueilli en Australie du Sud par un équipage éberlué. La bête mesure 3 mètres de long. Elle est aussitôt baptisée Allison. Une peau en latex recouvre une armature en lexan, un plastique à l'épreuve des balles. La technologie moderne prend des formes très anciennes. Fourni par un cordon ombilical, de l'air comprimé actionne les mécanismes pneumatiques de la queue. Ce modèle surréaliste fait naître une ambiance de jeu, comme si un jouet géant était monté par des enfants.
Cérémonieusement, on fait découvrir à Allison son nouveau domaine. Des heures passent, et enfin un grand requin blanc femelle, attiré par l'odeur du sang, vient voir de quoi il retourne. Elle mesure 5 mètres de long, un tiers de plus que le modèle. Nous constatons qu'elle est marquée, c'est donc une habituée d'Alcyone. D'abord réticente, elle décrit des cercles et ne se montre nullement agressive. On décide enfin de faire sortir du sang directement du cordon ombilical du modèle. Son instinct agressif, elle vise de nouveau les branchies, coup certainement fatal pour un vrai requin. La violence s'intensifie à chaque attaque sans riposte. Nous en observons 5 en une demi-heure. L'excitation due au sang est-elle la seule explication, ou l'instinct qui pousse à dominer un requin plus petit? Ou y a-t-il une raison que nous autres humains, étrangers à son royaume, ne pouvons encore imaginer? Tout le monde doucement, ça va aller. Oh la vache. Allison est de retour, mais en lambeaux. Nous avons là une preuve effrayante de la puissance du grand blanc, capable de broyer ce qu'il prend pour un ennemi ou pour une proie. Des trous béants révèlent des viscères mécaniques fracassés, des côtes en plastique prétendues indestructibles, brisées comme des allumettes. Comme cela se produit souvent, l'expérience ne soulève en fait que de nouvelles questions. Nous nous demandons ce qui a pu motiver une attaque aussi impitoyable, et recueillons des fragments comme souvenirs à emporter chez soi. À l'occasion, l'art va supplanter la science sur Alcyone. Nous avons la visite du dessinateur Dominique Serafini qui travaille à un de nos albums. Pour croquer les requins blancs sur le vif, il emporte sous l'eau son crayon et sa tablette à dessin.
blancs ont visité Alcyone. Mais nous ignorons leur destination quand ils nous quittent. Pour le découvrir, nous décidons d'implanter sur le dos d'un requin un dispositif spécial qui émet des ultrasons. Ces vibrations, repérables à distance, nous permettront de suivre les déplacements lointains de l'animal. Si nous parvenons à fixer solidement le transmetteur, ces signaux nous renseigneront sur l'endroit où se trouve le requin pendant des heures et peut-être des jours. Juste devant toi là. Regarde, regarde là. Mais oui, regarde. Attention tes jambes. Voilà. Une fois le transmetteur en place, nous partons pister un requin blanc pendant la nuit. Tu peux ralentir, Patrick, s'il te plaît? Nous utilisons un petit canot, tandis que l'Alcyone nous suit à distance. Toute la nuit, tout le jour suivant, l'équipe au complet quitte ses tâches habituelles pour prendre tour à tour le quart dans le canot suiveur. La poursuite couvre des dizaines de milles, mais au bout de 26 heures, le transmetteur se détache du dos du requin. 6 jours après, nous équipons un deuxième requin d'un émetteur de bip et nous le suivons pendant presque 30 heures. Nous continuons à noter tous les quarts d'heure, position et profondeur de l'animal, le suivant à la trace dans ce terrain de chasse à 3 dimensions, la mer. Nos conceptions subissent une singulière évolution. À pouvoir constamment situer un grand requin blanc, à suivre sa perpétuelle errance, nous commençons à imaginer son destin solitaire. Soudain, le grand blanc ne semble plus ni cruel ni invincible. C'est un animal comme un autre qui a bien du mal à survivre dans un monde hostile. Nos graphiques ne retracent qu'une journée d'une vie vouée à l'interminable recherche de la nourriture. Nos deux grands blancs semblent séjourner plus bas et voyager plus lentement la nuit. Leur vitesse moyenne est d'environ 2 nœuds. Je m'adresse à Rocky Strong. Nous avons constaté que nos deux requins n'avaient pas du tout le même comportement. Quel enseignement en tirons-nous? Les requins se sont éloignés du récif, dans la direction où les courants marins et le vent entraînent le sang que nous versons, répond Rocky. Ils se sont mis à aller et venir en tournant comme pour retrouver la piste odorante. Mais ne la trouvant pas, un des requins est reparti pour aller au large vers sa destination, quelle qu'elle soit, et l'autre requin est resté dans les parages de Dangerous Reef qu'il n'a cessé de parcourir. Il y a maintenant 18 mois que nous nous consacrons au requin blanc. L'espace d'une nuit, loin de Dangerous Reef, nous nous distrayons autour d'un feu de bois crépitant, au son du rire d'un kookaburra. C'est un mâle ou Non mais il y en a un canard. Et le pire, On va voir. ces canards là, regarde. Où ça? Là, juste là. Il vient d'arriver. Ah oui, il y en a un juste là, c'est Il vrai. vient d'arriver. Ah oui, c'est là. Ah ouais, il est juste là, il nous regarde. Nous accueillons à bord une amie de longue date, Valérie Taylor, une plongeuse d'élite
qui a passé des années à photographier les requins blancs. Aujourd'hui, elle vient voir notre équipe installer une cage en plastique transparent, dispositif sur lequel nous comptons pour mieux connaître un être que Valérie considère comme un grand incompris. Depuis mon enfance, j'ai entendu le requin blanc qualifié de mangeur d'hommes, mais les quelques grands blancs que notre équipe ait rencontrés jusqu'à présent ont pris la fuite en voyant des plongeurs. Valérie est convaincue que les grands blancs ne s'intéressent guère aux humains. Ils ne sont ni amicaux ni hostiles. En réalisant ce cylindre transparent, j'ai voulu étudier les réactions d'un grand requin blanc devant un être humain apparemment dénué de toute protection. Tout au long du jour, la cage en acier servira de base d'observation. Deloire, Stern et moi prenons le premier tour de garde. Pour la plupart des gens, l'énigme du grand requin blanc se résume à une question. Les rares attaques contre les humains sont-elles délibérées ou dues à une erreur ? Chargerait-il un homme dont le bouclier est presque invisible dans l'eau ? Le chef plongeur Steve Harrington sera notre appât humain. Sa mission sera terrible pour ses nerfs. Puisqu'on ne peut entrer que par une écoutille placée au sommet du tube, haut de 3 mètres, il doit attendre que le cylindre soit mis en place, puis plonger à 2 mètres sous l'eau pour y pénétrer. De la surface, l'équipe interprète mal les mouvements du requin qui semble s'éloigner. On donne le signal de fin d'alerte. Mais quelques secondes plus tard, le requin revient brusquement. Ignorant que le requin est à quelques mètres de là, Harrington saute. Il y a de quoi frissonner. Harrington racontera. Quand on est là-dedans, c'est comme si on avait un simple masque de plongée. Dans une cage en acier, le métal donne un sentiment de sécurité. Mais dans cette cage transparente, on n'a pas la même impression visuelle. Inconsciemment, on n'est pas convaincu d'être à l'abri. Quand un grand blanc vous dévisage de l'autre côté, ça fait froid dans le dos. Ce qui se déroule dans le cerveau d'un tel être, nous n'en saurons jamais rien. Même en présence d'appât et de sang, le grand blanc ne semble pas agir sous l'effet d'une rage brutale. Il paraît perplexe. Il n'attaque pas, il inspecte. Il donne l'impression d'un animal prudent qui essaie de comprendre des phénomènes qui ne lui sont pas familiers. Il s'immobilise enfin en pleine eau pour examiner l'être bizarre qu'il a sous les yeux. Harrington continue. Le requin se met à remuer la tête. On le regarde dans les yeux et on se demande ce qui se passe là-dedans. L'animal est en suspens et il a l'air d'hésiter. Quand il se colle à la cage, il n'y a pas à avoir peur parce qu'il n'a rien d'agressif. Je vois l'intérieur de sa gueule, je vois la lumière filtrée par ses fentes branchiales. Il a l'air de demander « Qui es-tu, toi ?» C'est comme d'être sous le nez d'un tigre qui ne cherche pas à attaquer. Après 20 bonnes secondes de face à face, il s'éloigne enfin, frustré ou indifférent. Nos rencontres sous-marines ont apporté plus de questions que de réponses. Le grand requin blanc est-il une menace pour les humains ? Peut-être. Mais pas plus qu'un ours ou qu'un tigre affamé. Et ces êtres-là, nous avons fini par les admirer et les protéger.
En 2 années à bord de l'Alcyone, nous observons 67 grands blancs. Nous en marquons 40 et nous accumulons des données et des films d'une grande valeur scientifique. Tant que le grand requin blanc ne sera pas mieux compris, il continuera à symboliser une peur vieille comme l'humanité, celle de l'inconnu. Certains sont prêts à exterminer les requins blancs pour que l'homme soit en sécurité dans la mer. Nous pourrions le faire, mais en avons-nous le droit? L'océan est son lieu de vie ancestral, et non le nôtre. Ni bon ni méchant, ni ami ni ennemi, il parcourt simplement la mer sans relâche, cherchant en solitaire de quoi vivre. Les effectifs de grands blancs diminuent peut-être déjà dans certaines zones en raison de la chasse aux trophées et des prises accidentelles dans les filets de pêche. Un jour, peut-être, il n'y aura plus de grands blancs. La disparition d'un prédateur aussi essentiel aurait des conséquences imprévisibles sur les océans. Et nous y perdrions un être dont la splendeur et la redoutable puissance exaltent la vie même de la mer. Mystérieux, le grand requin blanc n'est pas un monstre. Qu'il nous inspire de la crainte ou de l'admiration, il ne doit pas s'évanouir à jamais dans les ombres du passé. À l'issue de nos expéditions, nous allons, Valérie et moi, aux zoo de Taronga à Sydney, pour y être juges d'un concours insolite. Les enfants du pays ont passé des semaines à étudier les requins, avant de revêtir l'apparence de leur espèce préférée. Rompant avec le passé, leurs enseignants ont commencé à décrire des requins, non pas comme de terrifiantes brutes, mais comme d'importants habitants des mers, qui doivent certes inspirer la vigilance, mais aussi le respect, et qu'il faut préserver. Nous sommes d'accord, Valérie et moi, pour décerner le prix au requin blanc. Ces dessins d'enfants évoquent pour moi tout le génie de l'humanité. Je pense à un